19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Marhaba 2023, un bel exemple de coopération régionale. Le Maroc et l'Espagne conjuguent leurs efforts pour assurer à nos concitoyens du monde une traversée dans les meilleures conditions. Une forte mobilisation de part et d'autre. Reportage depuis le port d'Algeciras. Puis nous mettrons le cap sur la cité des Alizés et Sabira à l'heure de son mythique festival Gnawa Musique du Monde. Une édition qui promet des affiches exceptionnelles et surtout une belle communion artistique. La directrice et productrice du festival Gnawa et Musique du Monde, Naila Tazi, sera notre invitée. Cannes U23, c'est parti pour le tournoi continental du ballon rond. Les Lionceaux de l'Atlas feront demain leur entrée en lice. Un match d'ouverture face à la Guinée qui devra baliser le chemin pour le 11 national vers le deuxième tour. Bonsoir. Dossier du Sahara marocain, l'élan de soutien international grandissant à la première cause nationale ne cesse de se renforcer. La Suisse vient de réitérer l'importance des efforts sérieux et crédibles du Maroc visant une solution politique de la question du Sahara marocain, solution basée sur le compromis. La Suisse salue également positivement le plan d'autonomie dans le processus de règlement de cette question. Il est temps que cette question soit réglée et qu'elle trouve une solution parce que cette crise dure depuis trop longtemps. C'est ce qu'a souligné le chef de la diplomatie helvète. Position exprimée par le conseiller fédéral suisse, chef du département fédéral des affaires étrangères, Ignacio Cassis, en visite de travail dans le royaume. Lors d'un point de presse tenu à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Marhaba 2023, l'opération de transit des migrants bat sans plein dans les différents points d'accueil du royaume. Une forte mobilisation logistique et sécuritaire est mise en place depuis le Saint-Courant pour l'accompagnement de nos concitoyens du monde de retour à la mère patrie. Un défi relevé grâce à la fructueuse coopération maroco-espagnole. Les développements en compagnie de Nesrina Ozdar, Anissa Boumedi et Saïd Najah. De l'autre côté de la Méditerranée et en étroite collaboration avec les autorités marocaines, les responsables espagnols s'activent pour faciliter le passage à nos compatriotes établis à l'étranger. Ici, au port d'Algeciras, les dernières réunions express sont tenues avec les différents agents déployés au port. L'opération Marhaba est une opération muy importante. L'opération Marhaba est très importante et très complexe en même temps. 2 millions de passagers sont attendus. C'est un défi logistique énorme. Mais force est de constater que tout se passe dans les meilleures conditions. L'opération a atteint beaucoup de maturité et c'est extraordinaire. Si les efforts sont fédérés de part et d'autre pour réserver un meilleur accueil aux Marocains du monde, ces derniers mettent en avant ces conditions favorables d'accueil et s'impatientent surtout de retrouver les leurs. Ma joie est immense. J'ai hâte de retrouver mamie et papy. J'aime beaucoup le Maroc et je le préfère à la France. La joie de retrouver la mère patrie n'a pas d'égal et l'Aïd au Maroc avec nos proches a une saveur particulière. Accélération de l'opération de contrôle des passagers, des bagages et des marchandises et forte mobilisation de plusieurs assistants pour un meilleur accompagnement aux voyageurs, plus qu'une opération de transit. Marhaba est une opération qui place l'humain et le confort des Marocains du monde au cœur de ses priorités. 4401, c'est l'effectif de candidats qui pourront se présenter cette année à la session de rattrapage du baccalauréat. Une seconde chance cruciale pour obtenir le précieux sésame. Ces lycéens pourront profiter à partir de ce mercredi de cours de soutien gratuits initiés par les académies régionales de l'éducation et de la formation et les directions régionales du ministère de l'Éducation nationale. Ces cours de soutien seront prodigués au sein même des établissements où les candidats concernés poursuivent leurs études. Pour les intéresser, il suffit de s'inscrire auprès de l'administration de l'établissement d'enseignement public où vous suivez vos études afin de préciser les matières concernées par le cours de rattrapage.
Cette semaine s'achève sous le signe de la chaleur. Prudence, dès demain, le mercure devra afficher une hausse sensible jusqu'à 8 degrés au-dessus des valeurs de saison. Notez des maximales comprises entre 40 et 45 degrés sur les plaines intérieures, le sud et le sud-est du pays. Des températures de l'ordre de 37 à 42 degrés sont attendues sur le Loukous, le Ralb, la Chaouia Abda, Chiadma et les côtes atlantiques centre. Puis des conditions à peu près égales seront ressenties vers les côtes Atlantique Nord. Une flambée de mercure qui continuera à traverser la majeure partie du pays jusqu'à mardi 27 courant, résultat de la remontée d'une masse d'air sec et chaud par le sud vers le Maroc, nous fait savoir la Direction générale de la météorologie. Dans l'actualité internationale, l'annonce de l'implosion du sous-marin Titan plonge dans le deuil les familles des 5 membres de l'expédition. Stockton Rush, Hamish Hardin, Shahzada Daoud, son fils Suleiman et Paul-Henri Nargelet étaient partis explorer l'épave du Titanic. Leur petit sous-marin de tourisme scientifique se serait implosé. Après 4 jours de vastes recherches, les gardes-côtes américaines et l'organisateur de l'expédition Ocean Gate évoquent une perte catastrophique de pression à l'origine de l'accident. Des informations ont été dévoilées sur de possibles négligences techniques de l'appareil de tourisme sous-marin. Nouvelle tragédie dans les eaux grecques. Plus de 280 familles pakistanaises seraient à la recherche d'un proche victime d'un naufrage d'un bateau de migrants à la mi-juin au large de la Grèce. Les parents des disparus ont soumis des échantillons d'ADN pour aider à identifier les 82 morts dénombrés de ce naufrage. 104 autres candidats à la migration auraient survécu à cette traversée de la route migratoire la plus dangereuse au monde. Direction à présent les lieux saints de l'islam où affluent en ce moment quelques 2 millions de pèlerins de plus de 160 pays pour accomplir le rite du Hajj au titre de l'année 1444 de l'Hégire. Un afflux massif et un rebond de fréquentation qui reprend son niveau d'avant Covid. Rappelant que depuis 2020, les autorités saoudiennes avaient limité le nombre de visiteurs, relevant progressivement le quota jusqu'à près d'1 million l'année dernière. Retour chez nous et cap sur la cité du vent et le vent gnawi souffle à nouveau sur Essaouira. La ville vit depuis hier au rythme de sonorités, de gumbri et de tambours, des scènes magiques et des têtes d'affiches exceptionnelles. Le festival Gnawa et musique du monde, un véritable melting pot musical qui conserve son originalité artistique et spirituelle. L'essentiel de la première journée du festival, comme si vous y étiez avec Nisrine Ousdar, Leila Asli et Ahmed Hamri. L'ensorcelante Mogador retrouve ses amoureux et les rythmes gnawi qui sont viscéralement attachés à la généreuse âme de la ville artiste qu'elle est. Le public est complètement séduit. J'ai adoré. C'est beau à pleurer. L'organisation est au top et c'est trop beau. Trop beau. Vraiment, félicitations au Maroc pour l'organisation. C'est une magnifique soirée. Nous allons savourer chaque moment, du début jusqu'à la fin. J'ai beaucoup d'attachement pour la musique gnawi. Ses sonorités sont sublimes. Plus qu'une manifestation culturelle, le festival Gnawa d'Essaouira est un événement fortement rassembleur. Il fait la part belle à la richesse musicale du Maroc et du monde, à travers des performances inédites alliant modernité et tradition. Ce soir, c'est un très grand moment pour nous. Et c'est le point d'orgue de tout ce qui se fait à Essaouira et qui ce soir se révèle au plus grand nombre à partir d'Essaouira. Et nous vivons dans cette ville un momentum exceptionnel. Des artistes, des intellectuels, des penseurs et des acteurs politiques, associatifs et culturels du monde entier se sont donné rendez-vous dans la magique cité des Alizés. Une manière de défendre et de réinventer un monde fraternel tout en musique.
Et la directrice et productrice du festival Gnawa et Musique du Monde nous rejoint en direct depuis Essaouira. Madame Neila Tazi, bonsoir. Bonsoir Myriam. Alors c'est un rendez-vous tant attendu du public, son écho résonne même au-delà des frontières nationales. Comment avez-vous préparé ce grand retour et que nous promet cette 24e édition ? Alors nous avons préparé ce festival tout au long de l'année 2023 avec beaucoup de joie et de bonheur puisque, je le rappelle, c'est une édition qui revient au lendemain de deux je dirais, temps important. Le premier, c'est qu'en 2019, il y a eu l'inscription des Gnawa et de la culture des Gnawa au patrimoine oral immatériel de l'humanité de l'UNESCO, qui est une consécration pour 25 années de travail pour le Maroc et pour les Gnawa et la ville d'Essaouira. Et c'est aussi l'événement qui revient dans son format habituel après 3 ans d'interruption à cause de la crise du Covid. Donc nous sommes très heureux de retrouver le public, que la ville retrouve ce rendez-vous unique au monde de par sa programmation, unique au monde de par l'ambiance et l'énergie que l'on retrouve dans ce festival. Donc nous avons forcément préparé ce festival, cette 24e édition, dans la joie et le bonheur, et un bonheur partagé justement, avec Madame le Neila plus grand Tazi, nombre aujourd'hui ici à Essaouira. Justement, en tête d'affiche du festival, nous avons bien évidemment les incontournables, les fusions entre les Melem Gnawi et autres musiciens des 4 coins du monde. À quel point ces ponts musicaux sont capables de fédérer un public cosmopolite, finalement, à l'image de la cité des Alizés? Écoutez, le festival est un festival de musique du monde. Ce que nous avons au cœur de notre programmation, c'est la culture des Gnawa. Les Gnawa ont un message très fort, un message à la fois artistique, culturel et surtout spirituel. Et ce courant musical a réussi à fédérer des adeptes partout à travers le monde, des musiciens qui sont devenus des ambassadeurs. Aujourd'hui, lors de cette 24e édition, nous accueillons des musiciens de 15 pays différents. Et je peux vous dire que le festival, tant sur la scène mondiale, sur la scène culturelle mondiale, il a quelque chose d'infiniment grand et d'infiniment petit. Infiniment grand, pourquoi? Parce que c'est un grand festival avec 6 scènes, avec 250 000 personnes attendues, mais il a aussi une dimension très, très intime, je dirais, parce qu'il touche le cœur des gens. Chaque personne qui vient ici nous dit qu'il y a quelque chose de très spécial qui se passe. Tout le monde se sent uni, ensemble, dans la communion, la convivialité, et surtout avec un grand respect pour le Maroc et dans sa capacité, notre capacité à tous Marocains, de préserver nos cultures traditionnelles et de les valoriser et de les porter aussi loin. Justement, le festival Gnawa Musique du Monde, ce n'est pas que de la musique, vous venez de le dire, c'est aussi un vrai levier de valeurs, de l'humanité, du vivre ensemble. Comment, au fil des années, avez-vous réussi le pari de créer un événement aussi fédérateur ? Écoutez, je suis très heureuse de voir que c'est un événement qui fait confiance à la société. C'est un événement qui est né par le bas, c'est un événement qui est né d'une volonté d'une poignée de personnes et qui a persévéré avec une seule volonté, c'est d'être le plus inclusif possible, le plus respectueux des équilibres entre musiciens marocains, musiciens étrangers, et surtout un événement qui a voulu être extrêmement rigoureux dans sa ligne artistique et ne jamais décevoir son public. Un public qui depuis 25 ans se renouvelle, se régénère de génération en génération. Nous avons vraiment voulu préserver le Gnawa Spirit, qui est celui de la fraternité, qui est celui de la diversité, du respect de la culture des autres, du chemin vers l'autre. Et je pense que c'est véritablement l'âme authentique du Maroc qui se révèle dans ce festival, parce qu'il a traversé un quart de siècle sans jamais déroger à toutes ces règles que nous nous sommes imposées d'année en année. Madame Neila Tazi, directrice et productrice du festival Gnawa et Musique du Monde, merci d'avoir répondu à nos questions. Notre escale culturelle, c'est aussi du cinéma plein feu ce soir sur le long métrage Le silence des papillons de son réalisateur Hamid Basket. Le cinéaste vient d'être récompensé à Sofia en Bulgarie du prix du meilleur réalisateur au Golden Femi Film Festival. Une consécration pour son thriller qui traite du fléau des violences faites aux femmes et aux enfants. Le silence des papillons a reçu également le 3e grand prix du festival. Près de 3000 films étaient en lice lors de cette édition 2023 du Golden Femi Festival.
نعيش من هذا الهرج يا اصحاب كل ليله عندنا فطار. نهار اللي تلاقينا كنتي واحد من هاد الهرج. Et le réalisateur et cinéaste, réalisateur du film Le Silence des Papillons est notre invité, l'invité de notre escale culturelle, Monsieur Hamid Basket. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, que représente pour vous ce prix et est-ce que vous vous y attendiez? Franchement, non. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir m'accueillir ici dans ce plateau qui me rappelle les beaux moments qu'on a passés ici dans ce studio Telemsani. À l'époque, j'animais l'émission Zawaya en 1995 exactement. C'était une année magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à l'occasion, je remercie aussi la CNRT parce qu'ils ont coproduit avec moi ce film. Et grâce à cette coproduction, j'ai pu, d'une manière ou d'une autre, faire face à toutes les dépenses, à toutes les exigences artistiques du film. Et j'ai pu engager, disons, des artistes, des techniciens chevronnés, de renom, que ce soit marocain ou italien, pour pouvoir vraiment avoir une qualité meilleure, que ce soit au niveau sonore, que ce soit au niveau d'image visuelle. Justement, le film... Allez-y. Et je voudrais vous dire que vraiment, je ne m'attendais pas parce qu'il avait vraiment une grande concurrence, sachant très bien 3000 films en lice, toujours confondus, long métrage, documentaire, fiction, et venu de 125 pays. Et là, je remercie vraiment et beaucoup, et je la salue très fort, Madame Zaki El Midawi, l'ambassadrice de Sa Majesté le Roi, en Bulgarie, qui fait de tout qu'il peut pour pouvoir vraiment promouvoir la culture marocaine en Bulgarie. Très bien. Alors, Le Silence des Papillons, le film relate le quotidien de personnages femmes paumées qui subissent différentes violences sociétales. On retient la protagoniste Melika, magnifiquement interprétée par la grande Saïda Badi, mais également la célèbre soprano Samira Kadiri. Parlez-nous plus longuement de vos choix de casting. En général, pour le casting qui concerne les acteurs, moi je prends toujours mon temps. C'est comme si je puzzle vraiment les états d'âme de personnages, les caractères et tout ça. Bien entendu, je choisis toujours le Maroc, heureusement, a une panoplie d'acteurs et d'actrices distingués. Et ça, c'est une grande possibilité pour les réalisateurs pour pouvoir vraiment avoir un choix large et multiple. La conception de Samira El-Kadiri, parce que c'est une dame avec qui je respecte beaucoup, c'est une artiste vraiment de grand talent, accomplie. À part ça, la partie que j'ai conçue bien évidemment bien avant de la sonorité et de la musicalité des films, que je me suis trouvé bien avec Samira pour le représenter. Et d'une part, sachant très bien que Samira, c'est une lauréate de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle. Elle est en mesure alors de faire l'actorat et d'incarner un rôle si mystérieux et si complexe dans mon film. Ça, c'est pour le choix de Samira El-Kadiri. Évidemment, le choix de ma femme, Saïda Badi, ce n'est pas parce qu'elle est ma femme, parce que c'est une grande actrice reconnue partout chez les réalisateurs, dans le secteur cinématographique, à la télévision, même ici, à travers soit ses scénarios, à travers aussi sa capacité d'actrice et de calibre vraiment d'une grande actrice. Justement, et elle a donné beaucoup pour ce rôle, elle a apporté beaucoup, et c'est un choix vraiment qui a emmené une valeur ajoutée au film à travers les moments de silence, les moments de pause. Et ce n'est pas qu'elle toute seule, mais tous les acteurs qui étaient choisis. C'était aussi un langage cinématographique muet dans lequel on a vu les personnages de votre film. Vous venez de parler de Nan qui brille sur la scène nationale, cinématographique nationale. Je voudrais savoir votre regard, le regard que vous portez sur le cinéma national au vu de justement ces Nans qui brillent de plus en plus à l'image d'Asma El Moudir, récemment sacrée à Cannes.
Je la salue, je suis très content pour elle. Elle a fait vraiment brillamment elle a rapporté un prix vraiment difficile de la rapporter. C'était la première femme vraiment et réalisatrice qui a pu vraiment rafler ce prix avec brillamment de compétences. Bien entendu, le cinéma marocain, ces dernières années, il a connu des avancées. Il a connu quand même particulier, mais reste beaucoup à faire. On a produit plus de films, on traite plusieurs thèmes différents dans les films. Ce n'est plus comme avant les années 2000 ou les années 90. On a une génération de jeunes réalisateurs qui sont rentrés de l'Europe, de partout, formés, qui sont maintenant connus et reconnus par des festivals et par des manifestations internationaux. Ça, c'est déjà beaucoup pour nous. Sauf que, bien entendu, moi je me demande, comme ils le font aussi mes confrères dans le métier des cinéastes, ils demandent est-ce que le peu de salles de cinéma qu'on possède n'est pas vraiment un vrai handicap pour que le cinéma marocain peut vraiment prendre la place forte. L'appel est adressé via notre antenne aux responsables concernés de multiplier justement les salles obscures. Je vous remercie, monsieur Hamid Basket, cinéaste et réalisateur du film Le Silence des papillons. Merci d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie et je dédie ce prix et ces deux prix à toutes les femmes et tous les enfants qui sont violentés dans le monde. À bon entendeur. Merci beaucoup, monsieur Hamid Basket. Le paysage muséal marocain, en fait, partout à travers le royaume, les files de visiteurs s'allongent devant les portes des musées. Ils sont nombreux à profiter d'un accès gratuit à l'occasion de la 2e édition de la Nuit des musées et des espaces culturels. Un événement dont le coup d'envoi a été donné hier au Musée national des bijoux des Oudaya, présidé par le chef du gouvernement. Aziz Arnouch a d'ailleurs relevé que cette initiative traduit la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohammed VI, visant à restructurer les musées et le secteur culturel et artistique de manière générale, et cela à travers toutes les initiatives culturelles remarquables lancées souvent par la Fondation nationale des musées, dans le but d'inciter toutes les franges de la population, grands et petits, à nourrir un vif intérêt et une grande passion pour la culture muséale. Dans l'actualité sportive, top départ demain de la Coupe d'Afrique des Nations des U23. Les Lionceaux de l'Atlas ont hérité d'un groupe A relevé. Ils affrontent pour leur entrée en lice dans cette CAN la Guinée, avec comme objectif d'honorer le maillot national lors de cette compétition continentale. Ambiance à la veille du match avec Boubacar Mrabrit. Dernier galop et dernière séance d'entraînement avant le jour J. Dans un groupe à relever comprenant également le Ghana et la République démocratique du Congo, les Lionceaux de l'Atlas affronteront la Guinée demain en match d'ouverture de la compétition africaine. Devant un adversaire redoutable, les Lionceaux de l'Atlas auront comme enjeu de faire bonne figure et de réaliser un bon résultat, à même de leur baliser le chemin vers le deuxième tour. Nous avons fait une bonne préparation, nous avons battu la Mauritanie 4-1. Il y a encore quelques réglages à faire avant d'entamer la compétition. Notre but, c'est de bien représenter notre pays et de rendre heureux tout le public marocain. J'espère que nous serons à la hauteur de la mission qui nous est confiée. En abritant la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans, le Maroc devra relever 2 principaux défis, à savoir l'obtention du titre continental et la participation aux Jeux Olympiques pour la 8e fois de son histoire. Après le match d'ouverture face à la Guinée, l'équipe du Maroc U23 affrontera le Ghana le 27 de ce mois à 21h, puis le Congo le 30 de ce mois également, dans ces 2 autres rencontres dans le groupe A. C'est la dernière ligne droite pour le titre de la Botola Pro. L'AS FAR et le WAC, tenants du titre, vont régler au finish leur course effrénée pour le titre de la Botola Pro D1,5 vendredi à l'occasion de la 30e et dernière journée. L'AS FAR en tête mais soufflé abattra ses dernières cartes à Tanger face à Ittihad de local, tandis que les militaires en tête du classement avec 64 points
à une unité du Wydad de Casablanca ont plusieurs options pour décrocher le sacre. Et c'est déjà aussi le compte à rebours pour nos Lionnes de l'Atlas à moins d'un mois de la Coupe du monde féminine de football 2023. Les 28 joueuses sélectionnées prennent part jusqu'au 9 juillet à un stage de préparation en Autriche. L'équipe nationale féminine de football est logée dans le groupe H de ce mondial, prévu du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande, aux côtés de l'Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud. Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football a programmé 3 matchs amicaux pour les Lionnes de l'Atlas avant la prochaine Coupe du Monde. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 21h. Le retour de l'information. Très belle suite des programmes à tous sur Aloula.